Donc j'accueille Gilles Gonard, qui est président de l'association AIRE, qui fédère des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Et dans leur fonctionnement, ils ont rencontré un certain nombre de questionnements. Et pour pouvoir résoudre ces questionnements, ils ont dû penser une expérimentation qu'il va nous présenter. Et puis j'accueille également Michel Bodbol, qui est professeur de pédopsychiatrie à Rennes, et qui heureusement n'était pas très loin aujourd'hui, donc il n'a pas eu trop de problèmes, mais je le remercie beaucoup de venir aujourd'hui. Ce sont des problèmes de parking, voilà. Et qui sera discutant en nous ramenant à ce que tout ça, ça peut dire pour un enfant, un adolescent qui présente des troubles du comportement et de la conduite, puisque c'est de cette population-là dont nous nous occupons. Donc, Gilles Gonard, je vous laisse la main. Allez-y. Merci. D'abord, merci au titre de R d'avoir pensé à nous pour cette intervention, pour présenter cette expérimentation. Ça me rassure d'être avec Michel, parce que vraiment là, on a un terrain sur lequel on collabore depuis de longues années et de proximité. Merci à l'UNIOPS aussi, puisque l'UNIOPS est partenaire dans cette expérimentation depuis de longues années. Alors, je vais essayer de faire une présentation en un quart d'heure, 20 minutes, ce que vous m'avez demandé. Je viens de Marseille pour un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais... C'est bien un quart d'heure, 20 minutes. On nous a pris un peu de temps, il faut qu'on rattrape. Donc, cette expérimentation, elle part avant tout d'un constat dans le cadre d'un secteur. Alors, vous évoquiez la notion de trouble de la conduite et du comportement. Ce terme-là, vous allez voir qu'on l'a légèrement toiletté. L'association R est une association qui œuvre depuis maintenant plus de presque 15 ans et milite autour de la prise en compte des jeunes présentant des troubles dits psychiques. Alors, ils ont longtemps été évoqués, ces troubles-là, dans les annexes 24, qui évoquaient ça dans un texte qui s'appelait... ils appelaient ça trouble du caractère et du comportement, effectivement. Mais tout au long des 15 ans qui nous séparent entre les annexes 24 et le décret 2005 sur les ITEP, l'AIRE a milité pour faire reconnaître la particularité de ce public. Et cette particularité, elle avait été inscrite dans un rapport réalisé par l'IGAS en 1999, présentant ces enfants et ces adolescents comme, et je cite, comme une urgence sociale. Donc l'AIRE a participé à la rédaction, je veux dire, a contribué à la rédaction de ce décret sur les ITEP. Et l'expérimentation que nous menons aujourd'hui n'en est que la mise en pratique de ce décret et de la circulaire qui l'accompagne. Qu'est-ce qu'on constatait dans les ITEP? On constatait un public, dans les IR avant de devenir les ITEP, un public hétérogène, un cloisonnement entre établissements et services, des modalités de financement complètement hétérogènes, des agréments et des autorisations dans les structures qui recevaient ces jeunes-là, qui pouvaient aller d'un agrément concernant le handicap à la structure sur le même territoire, département d'à côté, qui pouvait avoir une multi-habilitation, PJJ, ASE, extrêmement complexe dans le repérage et la particularité du public et des troubles qui pouvaient manifester. Les orientations des CDES puis des MDPH, qui posaient souvent des indications compliquées à mettre en œuvre, puisque difficultés de diagnostic, et un agrément qui était très inscrit dans la tradition du secteur du handicap sur la notion de place agréée, qui faisait qu'un directeur, quand il avait 25 places en internat, devait remplir ces 25 places d'internat du lundi au vendredi, voire au samedi. On était très loin, Michel, de la logique de parcours et de besoins que présentent ces jeunes-là. L'implication, je dirais, les conséquences de ce schéma organisationnel, impasse
par rapport à des situations avec les manifestations des jeunes qui sont reçus, des ruptures fréquentes dans les prises en charge et des opérateurs qui prenaient des risques en présentant eux-mêmes des initiatives qui allaient souvent à l'encontre des organisations et de la législation. Alors pour ces enfants et ces adolescents présentant de graves difficultés psychologiques, puisque le décret de 2005 ne parle plus de troubles de la conduite du comportement, mais évoque la notion de troubles psychologiques dont l'intensité des troubles des comportements nécessite une prise en compte par des modalités diversifiées. Une nécessité donc de soins pour développer des moyens thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques facilitant, du moins, et tentant d'amener à une évolution psychique de ces jeunes. Une logique associative qui a pour but de soutenir cette action-là. Une évolution des textes réglementaires, décret ITEP, loi 2005, loi HPST, décret de coopération avec l'éducation nationale. Donc, évolution des politiques publiques, évolution du secteur des ITEP, repérage très précis d'un public présentant, dans le cas de la loi 2005, ce qui est énoncé, un handicap d'origine psychique. Ce schéma nous a mené au sein de R à faire un tour de France des régions où nous avons co-construit avec certains d'entre vous qui sont dans la salle, notamment aussi, ce concept de dispositif qui permettrait de décloisonner, d'améliorer la pratique thérapeutique et soignante auprès d'un public présentant des troubles psychiques sévères. Alors peut-être que M. Lafort nous interviendra là-dessus, mais cette logique associative a rencontré une logique des pouvoirs publics. Quand nous avons effectué notre premier tour de France, on s'est rendu compte que ce concept de dispositif était tout à fait opérant et que des acteurs sur le terrain se mettaient dans l'innovation de cette action-là. La IRE, association militante, s'est donc retournée en tant qu'adhérent de l'UNIOPS, vers l'UNIOPS, pour essayer d'objectiver sur un plan beaucoup plus législatif et juridique la faisabilité de la mise en place de dispositifs ITEP plutôt que d'établissements et services. Il y a une étude remarquable qui a été présentée par Laurent Thévenin lors des journées d'études de R, qui met en avant quelques composantes très fortes du côté du cadre législatif. Nous sommes repartis avec ce document labellisé par l'UNIOPS dans un second tour de France, et c'est dans ce second tour de France que nous avons rencontré les pouvoirs publics, CNSA et DGCS, qui nous ont dit, écoutez, ce travail, on peut le mener, je dis entre guillemets, ensemble, puisque nous sommes nous-mêmes, pour les ITEP, dans un début de projet ITEP, de recherche concernant les ITEP, puisque ce public reçu dans les ITEP est souvent catégorisé comme un public qui peut être à la frontière de différents champs et institutionnels que vous évoquiez tout à l'heure, l'aide sociale, la PJJ, la pédopsychiatrie et le handicap. Donc la CNSA nous a sollicité en tant qu'association pour mener avec des consultants ce travail dans 6 régions en coopération avec 6 ARS. C'est bien donc dans le principe d'une recherche-action que nous avons mené ce travail sur les parcours individuels et institutionnels des jeunes relevant du décret ITEP. Alors cette expérimentation n'est pas l'application d'un modèle, c'est l'application de conditions de base, de notification, de tarification, d'agrément et de modèles d'intervention qui permettent d'apporter une plus-value à la réponse apportée aux jeunes. Nous avons essayé, et nous défendons au niveau de R, que nous ne sommes pas, nous, à l'initiative de la création d'un nouveau modèle technocratique qui viendrait entériner une nouvelle catégorie d'établissements et services, mais bien une question autour des parcours des jeunes. Donc les 6 régions concernées, je ne vais pas les nommer, mais il y a peut-être aussi, dans la salle, il y a des représentants, il y a Île-de-France, il y a Champagne-Ardenne, il y a Pays de Loire, il y a PACA,
Normandie, Haute et Basse Normandie, donc là il y avait une avancée là, par rapport à... Puisque les deux Haute et Basse Normandie sont considérées comme une seule région par la CNSA dans cette expérimentation. Les préalables donc, de cette étude, c'est mettre en œuvre une approche concertée du concept de dispositif ITEP. Partager les orientations de la CNSA et, comme elle le dit dans son texte de projet ITEP, présenter ce projet comme un laboratoire pour le secteur médico-social. S'inscrire aussi dans une démarche d'appropriation commune. L'ITEP, même si l'on évoque la notion de dispositif, n'est pas là pour répondre tout seul à la problématique de ces jeunes présentant des troubles psychiques. L'ITEP ne peut pas faire tout seul. Alors le concept de dispositif ITEP, c'est offrir dans un territoire de vie pour des enfants et des adolescents présentant des troubles psychiques des possibilités diversifiées et modulables d'accompagnement. Sortons et décloisonnons la logique d'établissement et service. Vous évoquiez la notion de CESAD tout à l'heure. Nous, dans la notion de dispositif, le CESAD est une des modalités du dispositif que nous proposons à ces enfants et ces adolescents. Au moins trois éléments fondamentaux, trois modalités fondamentales. Un lieu de distanciation familiale, thérapeutique. Un lieu ambulatoire, une modalité ambulatoire, et une modalité qu'on pourrait appeler une modalité mixte qui permettrait le soutien à la scolarisation en temps partagé, ce que certains dans nos établissements et services appellent les semi-internats. C'est quelque chose qui permette aussi de soutenir une scolarité partagée. On s'est trop rendu compte des ruptures que le cloisonnement établissement et services pouvait créer. Aujourd'hui, un jeune qui est orienté en CESAD, ITEP, il va au collège, il va à l'école. La variabilité de ces troubles du comportement et de ces troubles psychiques font que 1 mois, 2 mois après, ce n'est plus possible qu'il aille à l'école. Il faut un repli, un momentané vers la structure beaucoup plus soignante. Que faut-il faire pour en arriver là? Il faut remonter un dossier via la MDPH, cher Michel. Ça dure 4 mois, 5 mois. Et puis le temps où effectivement ce jeune puisse avoir une réponse dans la composante un peu plus institution globale, on se retrouve là dans une situation qui a déjà évolué puisque la rupture est énoncée. Il y a exclusion de l'école ou du collège et on le retrouve après dans une étude qui s'appelle étude pour les incasables, pour les calimites. Je sais pas, c'est un peu ça le cheminement. Donc éviter les ruptures. Donc la composante essentielle d'un ITEP, c'est avant tout, et j'insiste, une conception clinique, pas une conception technocratique. Dans ses composantes thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, un ensemble de moyens d'accompagnement permettant une distanciation donc familiale si nécessaire, à caractère thérapeutique, un accueil de jour, des interventions ambulatoires et aussi une unité pédagogique ou de formation professionnelle venant en soutien ou en complément, ou même, s'il le faut, suppléer le cadre scolaire et de formation ordinaire. Un ensemble de moyens humains organisés en petites unités, articulés autour du projet personnalisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. Vous évoquiez tout à l'heure l'institution. Nous, on préconise, on pourrait se dire que ces modalités sont un ensemble de services. Ce qui est important pour les lier, c'est l'égide institutionnelle. Sans l'égide institutionnelle, il n'y a pas autorité, il n'y a pas coopération, il n'y a pas coordination autour de ce projet-là. Et on peut passer dans une logique en silo ou en parallèle d'un service à l'autre sans avoir la connaissance ou la valeur du projet qui était mené par l'équipe précédente. Donc là, il y a véritablement, pour la IRE et dans ce projet, une notion d'institution au sens très ouvert, mais au sens de l'institution qui va, à un moment donné, coordonner les acteurs et leur donner un sens commun, donner un sens commun à l'action. Alors, des possibilités, bien sûr, d'accès au partenariat. Vous évoquiez les réseaux tout à l'heure, madame. Dans le cadre des ITEP, on se rend compte que ces réseaux-là ont bien du mal à fonctionner. Souvent, ils tiennent c'est au gré à gré entre les professionnels qui se connaissent. Et nous préconisons dans l'expérimentation qui est menée des conventions, puisque bon, il faut bien quand même contractualiser à un moment
des choses très particulières, ne serait-ce qu'avec la pédopsychiatrie. Et ça, Michel peut-être pourra en dire plusieurs mots tout à l'heure, pas simplement deux. Et la PJJ et l'aide sociale. Alors, les données de cette expérimentation dans les 6 régions que nous menons aujourd'hui proposaient un agrément global, une autorisation au titre de l'ITEP, de l'institution thérapeutique, éducative et pédagogique, avec au moins 3 modalités par ITEP. 3 modalités. Si l'ITEP ou l'organisme gestionnaire n'a pas actuellement ces 3 modalités, ces 3 composantes, un effort sur la coopération avec l'ITEP voisin, la contractualisation avec l'ITEP d'à côté, qui a peut-être des modalités complémentaires, est vraiment à soutenir. Ne plus se retrouver tout seul, isolé, avec des situations critiques, complexes de jeunes, situations qui poussent à la rupture. Donc un agrément global, une notification d'orientation de la MDPH vers l'ITEP, et non plus, alors je passerai ici certains exemples cocasses qu'on peut rencontrer dans certaines régions, mais non plus vers une soirée d'internat ou une semaine d'internat avec orthophonie puis psychomote. Laissons l'équipe soignante travailler cette question du parcours avec l'enfant, l'adolescent et ses représentants légaux. Et aussi une tarification qui servirait ce principe-là d'action, qui permettrait de sortir du carcan du prix de journée, qui est vraiment incroyablement difficile à tenir quand on veut faire dispositif. Un exemple, aujourd'hui, dans un dispositif, un enfant peut tout à fait être 2 soirs en internat et 3 jours en CESAD, la même semaine. La même semaine. Il peut bénéficier de 2 jours de scolarité en milieu ordinaire, 3 jours en unité d'enseignement avec le CESAD. Il peut bénéficier de semi-internat avec de la pré-professionnalisation. C'est comment toutes les modalités de l'institution vont servir son projet personnalisé, qui est, lui, coordonné, et pas un projet qui va être lâché par lui-même au bon vouloir de l'acteur lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces jeunes-là, on les définit souvent, et peut-être que Michel le dira, comme des jeunes qui ont pour principe de refuser ce qui est bon pour eux. Comment travailler avec ce public qui présente des troubles psychiques? Alors, je vais vous présenter quelques éléments de l'enquête que nous avons menée. 6 régions, 5200 enfants et adolescents concernés, 94 établissements et services, donc une forte adhésion à l'ensemble du dispositif, 6 ARS qui ont conventionné, qui pilotent en accord avec R et la CNSA cette action-là. À savoir qu'aujourd'hui, il y a des ARS qui ne sont pas dans l'action, qui veulent mener cette expérimentation de façon un peu complémentaire à l'expérimentation initiale. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît en termes de plus-value, aujourd'hui dans les dispositifs ITEP, ce qui est mis en avant comme réalisé ou en cours de réalisation. C'est le lien avec les enseignants référents, le lien avec l'éducation nationale, donc on peut être surpris des fois des réponses, le positionnement associatif, ce qui rend difficile le rapport au dispositif dans les facteurs environnementaux, c'est les ressources partenariales, alors sont mis en avant bien sûr et surtout la pédopsychiatrie, mais aussi la PJJ et l'aide sociale. Complexité de décloisonner, complexité de travailler à plusieurs. Ce qui apparaît aussi dans les points forts de cette expérimentation, c'est la possibilité de mobiliser 3 modalités. Alors, beaucoup de gestionnaires nous disent 3 modalités, on les a. Il ne suffit pas d'avoir en parallèle un internat, un semi-internat et un CESAD. Comment on les met en action coordonnée? Comment, autour d'un projet personnalisé, autour d'un parcours, cette action-là va pouvoir être complémentaire? Il ne suffit pas d'avoir un agrément avec 3 modalités pour dire je fais dispositif ITEP. Par contre, ce qui apparaît comme très complexe, c'est la mise en œuvre auprès des équipes. Puisqu'aujourd'hui, être référent, être éducateur référent ou seul référent d'un projet d'enfant ou adolescent en internat, c'est très précis. Être référent d'un dossier dans le cadre d'un parcours, c'est une culture professionnelle tout à fait autre. Et beaucoup de professionnels nous le font remonter.
64% des participants au projet pensent qu'ils peuvent être rapidement dans l'année en adéquation avec le concept de dispositif si les freins administratifs venaient à être enlevés. Dans certaines ARS ont tombé ces cloisonnements administratifs puisqu'elles sont parties sur des CEPOM ITEP, chose qui n'existait pas. Elles sont parties en accord avec MDPH sur des notifications, même si les logiciels MDPH ne le permettent pas, des modifications dans l'intitulé des notifications MDPH pour faire dispositif. Donc chacun essaye véritablement, tu vois, d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice de cette expérimentation. Alors, pour un fonctionnement dispositif, j'essaierai de faire une synthèse. Une réponse territoriale coordonnée avec 3 modalités: accueil de jour, de nuit et accompagnement ambulatoire. Une réflexion sur l'organisation des réponses de l'établissement, ne permettant pas que le CESAD soit une unité autonome, mais bien complémentaire d'un tout. Des réponses de scolarisation graduée et de formation graduée. Le repérage, c'est l'amélioration des partenariats, indispensable. Aujourd'hui, la MDPH, quand elle oriente vers un dispositif ITEP, l'adolescent peut avoir besoin et de l'ITEP et de la pédopsychiatrie. La notification MDPH ne peut faire qu'une préconisation. Et ça ne s'impose pas. Qui va coordonner ce parcours entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social? Qui va avoir le statut pour dire, avant tout, c'est le parcours de cet adolescent qui compte, et il faut le maintien de ces 2 actions complémentaires. Là, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à cette zone-là encore de décision. Alors, des évolutions institutionnelles, difficulté pour notre association et dans les ITEP d'impliquer les familles, puisqu'il n'y a pas d'association représentant les jeunes relevant d'ITEP, même ce qui est une particularité de le champ du handicap. Des enjeux nationaux, donc des évolutions réglementaires qui sont en cours, un repositionnement des CESAD, le déploiement des notifications en dispositif et surtout la construction d'indicateurs qui vont permettre aux ITEP de rendre lisible, je dirais, le déroulé de ces parcours-là. Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on fait à l'ITEP en disant vous vous débrouillez avec la situation de ce jeune, mais c'est bien sûr un devoir pour l'ITEP que de rendre compte de ce parcours. La CNSA, aujourd'hui, nous avons un comité de pilotage national. L'action aurait dû se terminer en juillet 2014. Elle va sûrement être prolongée une année de plus. Conjointement, nous venons de démarrer un deuxième axe du programme ITEP avec la CNSA, qui est le dossier sur les parcours. Donc, dispositif, parcours. Et troisième axe qui devra peut-être venir compléter ce schéma, c'est la tarification et, je dirais, l'approche économique et sociale de ce domaine-là, des dispositifs, qu'apportent les dispositifs, aussi dans une plus-value, qui est si on s'occupe mieux de l'enfant et de l'adolescent aujourd'hui, présentant un trouble psychique, ça sera peut-être une plus-value pour demain. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Exposé dans les temps, extrêmement clair, félicitations. Monsieur Bolbol, donc vous allez apporter une dimension plus clinique par rapport à ce dispositif-là. Je vous laisse la parole pour cela. Encore qu'en quelque sorte, ce qui caractérise R et M. Guenard, à chaque fois qu'il parle, c'est le fait que la dimension institutionnelle et la dimension clinique sont intimement intriquées, ce qui n'est plus tellement à la mode, pour vous dire la vérité. Et d'une certaine manière, ça nous rajeunit, ce qui, à mon âge, devient très nécessaire. Donc voilà une première chose qu'il faut remarquer, et c'était d'ailleurs ce que j'avais marqué avant même de savoir que vous me tendriez cette perche. La deuxième chose, c'est quand même, il y a un constat, c'est que, si je suis là, c'est en partie parce que j'ai rencontré les gens de l'air en 2007 ou 2008, au moment de la discussion sur la nouvelle circulaire régissant les ITEP,
cette circulaire avait pour objectif de résoudre la question que nous nous posons aujourd'hui. C'est donc constater qu'on a beau trouver des solutions, les problèmes restent. Le troisième point pour introduire, et notamment pour être complet, le fait que c'était mieux avant, pas que tout est foutu, parce qu'on n'en est pas là, mais enfin que c'était mieux avant, c'est sûr, et que les enfants ont changé, qui sont bien pires aujourd'hui qu'autrefois, qui sont les mêmes choses. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, ça veut simplement dire que ça ne le résout pas. Troisième remarque, à la PJJ où j'étais avant d'occuper les fonctions que j'occupe actuellement, j'étais conseiller de la PJJ psychiatrique, on m'avait donné une mission qui étudiait précisément le parcours des cas très difficiles. Et autour du problème qu'on avait beau faire, les cas difficiles restaient. Il y en avait toujours, qu'il y ait des structures, qu'il n'y ait pas de structure, il y avait des cas difficiles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette étude, cette étude, c'est que on a trouvé que même dans les endroits où tout le monde fonctionnait très très bien en réseau et pas en tuyau d'orgue, et pas même dans ces endroits-là où il fonctionnait très très bien, il fonctionnait très très bien pour les cas qui n'étaient pas des cas difficiles. Dans les cas difficiles, ce fonctionnement en réseau que tout le monde valorisait, dont tout le monde justifiait la nécessité, disparaissait. Pour celui-là, le cas difficile, ce qui compte, c'est où il va dormir ce soir, et il ne peut pas dormir dans un réseau. C'est le lit qui va occuper. Enfin, je suis un peu trivial, et c'est peut-être pas le soir même, mais enfin, c'est dans la semaine. Et on a là des choses qui sont quand même frappantes, une urgence à faire, un sentiment d'incompétence, le sentiment que c'est les autres qui sont compétents, et le sentiment que si les autres qui sont compétents ne le prennent pas, c'est qu'ils ont tort. Donc, quelque chose qui ne représente qu'une très faible part des gamins, mais l'essentiel des raisons de quelquefois ne pas aimer notre travail. C'est-à-dire des raisons du burn-out. Voilà, parce qu'au fond, ce qui apparaît quand on étudie ça de près, c'est que nous nous occupons de cas difficiles, tous. Et les ITEP sont parmi ceux qui s'occupent des cas les plus difficiles, peut-être plus que la psychiatrie. Mais il y a des cas il y a les difficiles des difficiles, des cas très difficiles. Et ces cas très difficiles, ils ont une particularité. La seule qui ne trompe pas, c'est le signe qu'on pourrait appeler le signe de parcours. Ce signe de parcours se caractérise par le fait que, quel que soit le lieu où il est, quelle que soit la spécialité de ce lieu, quelle que soit sa compétence, il y a toujours un moment où on va penser que ce n'est pas là qu'il doit être et que c'est plutôt chez l'autre. Et qu'en plus, une fois qu'il y sera chez l'autre, on fera tout pour ne plus en entendre parler. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est plus fidèle que la glycémie pour le diabète, si j'ose dire. Enfin, j'exagère là aussi, évidemment. Mais c'est un signe qui a l'intérêt de nous impliquer. Alors, ce que peut apporter la psy dans tout ça, c'est d'abord rien de plus, mais rien de moins que les autres. C'est-à-dire la nécessité de supporter d'être en échec. Et de supporter suffisamment pour ne pas avoir à rejeter celui dont on constate qu'il n'est pas l'objet idéal de notre institution, y compris l'objet idéal des cas difficiles dont cette institution se charge. Et que pour ça, effectivement, il faut pouvoir admettre que notre travail commence à partir du moment, pour ces cas, notre travail commence à partir du moment où on pense qu'il faut l'arrêter. C'est là que la vérité commence et c'est là qu'il faut commencer à trouver des choses. Alors, chacune des institutions ont trouvé face à ça une solution, c'est de diversifier les réponses. Et au-delà de tout ce que M. Guenard nous a dit, des multiples raisons de faire ce qu'ils ont fait, dont vous voyez les effets déjà, il y a cette nécessité de permettre à une institution de s'organiser, même si elle est seule, en réseau, pour pouvoir faciliter le fait qu'elle se mette elle-même dans un réseau plus vaste, un peu comme les poupées russes. Et il y a, pour le psy, la seule chose spécifique qu'on peut apporter, c'est la dimension, la méthode psychopathologique. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui dise, avec la psy, le fait que l'autre est malade et qui décrive uniquement les malades, mais quelque chose qui décrive toutes les modalités de fonctionnement qui font problème, même si elles ne relèvent pas de la pathologie mentale. Vous savez, psychopathologie, c'est une méthode. Bien sûr, c'est aussi la marque d'une maladie, mais c'est aussi une méthode qui consiste à appliquer au quotidien,
à des situations non pathologiques, une méthodologie issue du rapport à la pathologie. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette méthodologie, elle nous dit que ce qui caractérise, ce qu'il s'agit de comprendre, l'objet, chez les cas très difficiles, c'est la conjonction d'une activité, d'une pratique violente, d'une part, et d'autre part, l'existence d'une absence de demande d'aide ou de soins, d'une incapacité à le supporter. Et quand vous avez la conjonction des deux, alors vous êtes dans une situation totalement paradoxale dans laquelle on vous demande ce qu'on vous refuse. Et que dans cette situation, eh bien, la psychopathologie nous apprend que c'est cette psychopathologie du lien que l'on va retrouver de la façon la plus fréquente. Et pour aller très vite, parce qu'on ne peut pas s'étendre là, cette psychopathologie du lien, c'est ce qu'au quotidien on constate avec nos adolescents, mais accrue du fait qu'en même temps que chez ceux qui sont très difficiles, en même temps qu'elle les confronte au fait qu'ils ne peuvent pas admettre d'avoir besoin de l'autre, elle les confronte au fait qu'ils sont dans l'incapacité de supporter ni d'être passés de l'autre, ni de se passer de l'autre, ni d'en avoir besoin. Dans quelque chose qui les rend, en quelque sorte, pour aller très vite, allergiques à la bonne réponse, je dirais allergiques à la réponse, tout simplement. Mais que derrière cette chose, qui est si fréquemment retrouvée dans tous les comportements violents, qui est commune, c'est-à-dire cette difficulté avec le lien, eh bien, on retrouve des choses très différentes, voire opposées, que sont d'un côté ceux qui sont violents et qui transgressent pour attirer l'attention de l'autre et l'obliger à répondre dans un conflit d'autorité, mais dans un conflit d'autorité dans lequel le lien, j'utilise des termes très rapides, dans lequel le conflit est structurant. C'est-à-dire, le conflit, ça me permet d'avoir l'autre sans avoir à le demander. Et tout en ayant la preuve que j'en ai pas besoin, ce qui me permet de couvrir mon besoin. C'est contre-paradoxal, le conflit. Bon. Et c'est très bien, et effectivement, je crois que nos institutions, chacune à leur manière, ont plus d'un tour dans leur sac pour faire conflit d'autorité. En particulier, on faisait appel à la loi comme métaphore ou comme réalité. Mais vous avez à l'intérieur de ces violents une autre polarité qui est radicalement différente, bien qu'elle puisse s'exprimer d'une façon analogue. Cette autre polarité, c'est ceux qui sont violents pour que l'autre disparaisse, pour qu'il ne la ramène plus, qu'il n'existe plus, qu'il soit disqualifié, mort, écrasé, et pas pour qu'il réponde. Et nos institutions, j'ai envie de dire comme en 14, puisque c'est l'époque, continuent à chercher le conflit d'autorité, à leur imposer à venir avec leurs différences, leurs règles, leurs normes, ce qu'elles apportent, leurs preuves multiples et chatoyantes que l'autre a besoin de vous. Ce qui est très bien pour tous ceux qui en ont besoin, mais très mal pour tous ceux pour qui c'est ça le pire. Ça dépasse leurs craintes les plus extrêmes. Et dans ces cas, effectivement, la seule solution qu'on ait, c'est de noyer le poisson, je suis désolé, de noyer le poisson de l'altérité à travers tout ce qu'on peut faire pour la réduire, en réduire le gradient. Et l'une des solutions qu'on a, c'est celle que nous vient de nous expliquer M. Guenard et celle que toute la PJJ, les R et les ITEP font exemplairement. Je crois qu'on ne mesure pas les choses. Exemplairement. Je suis content d'avoir à le dire devant des gens qui ne le savent peut-être pas. Parce que quand vous voyez leur circulaire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ITEP, c'est TEP. On a l'impression de voir d'ailleurs la devise de l'empereur d'Autriche. T, thérapeutique, E, éducatif, P, pédagogique. C'est tout. Autrement dit, c'est l'alpha et l'oméga. Oui, mais il y a I. Et ce I, ce n'est pas du même niveau que TEP. C'est quelque chose qui les englobe et qui en donne le prétexte, en même temps qui lui donne sa valeur globalement, on pourrait dire thérapeutique, mais en tout cas son efficacité. On peut dire thérapeutique de tout, si vous voulez. Le I, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que TEP, si ça nous parle conflit d'autorité, il y a encore un reste. Ce reste, c'est quoi? C'est ce qui continue à exister quand on a oublié toutes les raisons d'être en conflit. Quand toutes les possibilités de nouer un conflit d'autorité productif et structurant sont perdues, il reste cet ineffable constat que l'autre continue à exister parce que jamais vous arriverez à trouver ou l'écraser. Et que surtout, il continue à exister avec
les moyens qu'il a de continuer à palpiter, bien qu'il n'entre pas dans un conflit d'altérité, qu'il n'ouvre pas un conflit d'altérité immédiat. Alors, bien sûr, il y a des façons de manifester ça. Et les façons, en gros, pour aller très vite, parce que vraiment, il faut aller très vite, il y en a deux. C'est le réseau qui permet que vous puissiez détruire localement sans que ça remette en cause globalement. C'est-à-dire qu'il est prévu dans le réseau prévoit que là où je te mets, ça ne marchera pas. Et ça, c'est essentiel. Et c'est notamment essentiel quand votre obligation, c'est de faire de l'échec le départ de votre prise en charge de cela. Donc c'est inscrit, ce n'est pas un défaut qu'il aille d'une institution à l'autre, c'est inscrit à condition qu'il y ait une institution qui le recouvre. Ceci vaut pour le réseau externe, mais vaut aussi pour le réseau interne à une institution, où il faut que ça marque, mais que ça ne rompe pas. Un médium malléable, comme dit un psychanalyste célèbre. C'est-à-dire un médium qui marque, mais qui ne rompt pas. On a la marque, on a essayé de le casser, on a la preuve que puisqu'il résiste, ce n'est pas moi qui peux décider s'il existe ou pas. Vous voyez, le pire dans cette affaire, c'est que quand on se trompe d'évaluation et qu'on traite un enfant pour qui l'objet ne peut être créé que s'il est détruit, c'est-à-dire ceux qui sont dans la polarité destructive, quand on traite celui-là comme on traite l'autre, qui existe, c'est sûr, mais qui ne peut progresser que s'il rencontre un conflit qu'il est capable de dépasser grâce au fait qu'il est masqué dans le conflit d'autorité. Si vous les traitez pareil les deux, ben vous faites une catastrophe, parce que celui qui ne peut pas supporter le conflit d'autorité, vous aggravez encore, vous ne vous contentez pas de rien faire, vous aggravez la situation. Ce n'est pas des patates chaudes, c'est des patates qui se réchauffent de main en main. Alors, je ne sais pas, il faut inventer un système, une autre truc. C'est quelque chose qui se réchauffe de main en main. Et on arrive à quelque chose d'assez terrible, c'est que vous allez entendre des institutions qui vont vous dire « on ne peut pas tolérer ça parce qu'il est omnipotent, il faut qu'il soit viré », ce qui est précisément la preuve qu'il est omnipotent. Puisqu'il lui suffit à celui-là de détruire pour que ça disparaisse. Là où la seule solution pour limiter quelque chose, c'est que l'objet marque, il ne faut pas qu'il s'en foute. S'il peut pleurer, c'est même mieux. Il faut qu'il souffre un peu, mais ne rompe pas. Donc, qu'il ait le sentiment d'échouer. C'est ça l'élément premier. Bon, alors, à partir de là, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais dire, en tout cas, parce que je crois que l'essentiel, c'est ce qu'a dit M. Godard. La nécessité aujourd'hui de continuer à travailler pour qu'une fois qu'on a compris qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à attendre, de règles trop formelles, on essaye de voir comment on peut faire exister les gens à l'intérieur de ces règles, c'est-à-dire non seulement les patients, ce qui est la moindre des choses, mais aussi les soignants qui sont la chair à canon que nous envoyons affectivement pour qu'ils puissent à la fois être soumis à l'échec de ces traits difficiles et avoir, grâce à leur référence à l'institution, les moyens de le dépasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Vous nous montrez à travers la genèse de ce dispositif quelque chose qui était évoqué par vous, madame. Comment allons-nous sortir de ces tensions ? Et je dirais c'est presque une allégorie de ce qui nous préoccupe tous. Nous sommes dans une situation d'évolution sociétale où il n'y a plus de normes qui viennent d'en haut pour réguler ces tensions, et que la question même de la résolution de la tension est devenue une chimère. On sait qu'on va devoir vivre dans un monde qui va en permanence trouver des modes d'adaptation, de régulation de ces tensions et de trouver des bons compromis ou le moins mauvais compromis pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Et effectivement, ces jeunes qui sont violents, qui refusent ce dont ils auraient besoin, sont vraiment ceux qui nous enseignent peut-être le plus comment travailler avec cette question.